Parfait. Merci beaucoup Gilles pour cette introduction et bonsoir à tous. Donc effectivement, 2023 a été une année très chargée au niveau de l'actualité en droit du travail, avec un certain nombre de projets de loi qui ont été votés avant la fin de l'ancienne législature, avant les élections. Donc on va voir ce soir donc principalement le volet harcèlement et le volet lanceur d'alerte. Avec, en fait, je vais essayer de, bon, pas forcément de vous faire un exposé trop théorique. Peut-être vous avez déjà lu un certain nombre de choses par rapport à ça, donc je vais juste faire, on va dire, un rappel des grands principes en la matière, et on va plus essayer de voir un petit peu passer en revue l'exemple, le modèle de politique qui vous est proposé par la Chambre des métiers. Et puis on fera un petit point rapide sur aussi quelques petites modifications, notamment en termes de congé parental, congé extraordinaire, etc. Voilà, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la matière du harcèlement moral. Alors c'est loin d'être un sujet récent ou nouveau. On en entend parler depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que le législateur a jugé utile de mettre en place un dispositif au sein du Code du travail. Jusque-là, on avait déjà quelque chose en matière de harcèlement sexuel. On avait des dispositions et on les a toujours dans le Code du travail. Et on avait également une convention interprofessionnelle conclue entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés au niveau national, qui donc portait sur le harcèlement moral et la violence au travail, et qui avait été déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal. Ça veut dire que ça s'imposait de fait déjà aux entreprises. Donc finalement, la loi, c'est un peu particulier parce qu'elle n'a pas abrogé, elle ne peut pas le faire d'ailleurs, cette convention qui existe toujours, et vient s'ajouter à cela donc la nouvelle loi sur le harcèlement moral qui en grande partie reprend les obligations qui sont prévues dans la nouvelle loi. Alors, à ce titre-là, donc, je vous rappelle ici un petit peu les grandes obligations de l'employeur en matière de harcèlement moral, mais ça vaut aussi pour le harcèlement sexuel, puisque avec quelques exceptions, ce qu'on retrouve ici comme obligation pour le harcèlement moral existait déjà en matière de harcèlement sexuel. C'est juste que là, on est allé un petit peu plus loin sur certains volets. La première chose, c'est une obligation de prévention, c'est-à-dire qu'il faut, en concertation avec les salariés ou avec la délégation du personnel, s'il y en a une, mettre en place un certain nombre de mesures pour prévenir, autant que faire se peut, les situations de harcèlement moral. Et donc ça peut passer par des mesures de formation, de sensibilisation des salariés, donc leur donner des informations sur à la fois ce qu'est le harcèlement moral, aussi ce que ça n'est pas, parce qu'on voit beaucoup dans la pratique de situations où finalement un petit peu tout le monde se dit harcelé parce qu'il est un peu mis sous pression par son responsable. C'est pas forcément du harcèlement moral au sens juridique du terme. C'est peut-être pas une situation très agréable, mais ça n'est pas pour autant du harcèlement moral. Donc il y a une optique un petit peu de sensibilisation ici. Formation, on peut imaginer aussi peut-être des formations plus de type managérial, parce que des situations de harcèlement peuvent être provoquées par finalement du mauvais management. Donc ça, c'est quelque chose à envisager. Il n'y a pas dans la loi de cadre extrêmement strict. C'est vraiment à mettre en place, à élaborer au sein de chaque entreprise en concertation avec la délégation du personnel. Et puis, aussi, on peut réfléchir en termes d'organisation interne. Il y a peut-être des situations, des modes d'organisation qui sont peut-être plus susceptibles de créer, de favoriser des situations de harcèlement. Donc, tout ça est à réfléchir. Deuxième obligation, quand une situation survient, un cas de harcèlement, il faut le faire cesser immédiatement.
et il faut prendre des mesures conservatoires pour protéger la victime, ou en tout cas, à ce stade-là, c'est une personne qui se prétend victime. On verra qu'après, il y a des mesures à prendre pour justement vérifier si on est bien dans une situation de harcèlement ou pas. Mais donc, au stade de la plainte, il y a une personne qu'il faut quand même protéger et, le cas échéant, mettre en place des mesures pour éviter un contact, si possible, avec la personne visée par l'accusation. Ensuite, donc, comme je le disais, il faut gérer cette plainte pour harcèlement. Ça veut dire déterminer est-ce que oui ou non on est dans du harcèlement moral. Et ça passe en général par une enquête à effectuer en interne. Alors, il y a des situations qui sont peut-être évidentes, essentiellement du point de vue harcèlement sexuel, parce que ça peut être quelque chose de beaucoup plus... ça peut être un acte isolé qui va être un geste déplacé, des propos, et peut-être donc quelque chose un peu plus objectif, ou peut-être plus évident à démontrer. Quand on est sur le harcèlement moral, c'est souvent une multitude de faits sur une certaine période, et donc il faut être en mesure de déterminer est-ce que chacun de ces faits est prouvé, parce que la charge de la preuve repose sur la personne qui se plaint. Et une fois que ces faits ont été prouvés, est-ce qu'ensemble, quand on les apprécie globalement, on peut considérer qu'on tombe dans la définition du harcèlement moral au sens de la loi. Donc ça, c'est une étape importante, et il faut que cette investigation se fasse de manière neutre et impartiale. On verra dans l'exemple de politique un petit peu ce qu'on propose par rapport à ça, par rapport donc justement aux étapes d'une enquête interne. Lorsque le harcèlement est avéré, est établi, il faut soutenir la victime, donc mettre en place certaines mesures d'accompagnement, d'aide, à définir aussi quelle est la prise en charge qu'on va faire, vers quelles personnes on peut ou quels services on peut les diriger pour se faire accompagner, notamment du point de vue psychologique. Lorsque le harcèlement est avéré, il faut aussi prendre des sanctions, ça c'est la loi qui le dit, prendre des sanctions à l'égard du harceleur. Alors ça ne veut pas dire forcément toujours un licenciement ou un licenciement pour faute grave, c'est toujours une question d'appréciation par rapport à la gravité des faits, par rapport aux antécédents disciplinaires, par rapport à l'ancienneté de la personne dans l'entreprise, etc., par rapport à son niveau de responsabilité, d'éducation. Donc voilà, comme pour tout type de sanctions par rapport à des problèmes comportementaux, il faut faire cette évaluation au cas par cas, mais en tout cas, on ne peut pas rester sans rien faire au risque qu'on considère finalement que l'entreprise tolère le harcèlement. Et finalement, quand on a fait tout ce processus, il faut évaluer nos procédures, il faut évaluer nos mesures de prévention. Si une situation de harcèlement s'est quand même produite malgré ce qu'on a mis en place, peut-être qu'il faut effectivement se poser la question de s'il n'y a pas autre chose à faire ou différemment. Voilà. Comme je le disais, donc ça c'est pour le harcèlement moral, mais pour le harcèlement sexuel, la loi prévoit quasiment les mêmes choses. Il n'y a juste pas une obligation formelle d'investigation, mais bon, souvent ça va quand même être nécessaire pour déterminer finalement le suivi à réserver à la plainte, et si on doit ou pas sanctionner la personne qui a été accusée. L'évaluation interne non plus n'est pas spécifiquement mentionnée. Et puis, dans la partie harcèlement moral, on a maintenant des amendes qui sont prévues si on ne respecte pas les dispositions légales, donc qui peuvent aller jusqu'à 2 500 €. Et donc, finalement, toutes ces obligations, en fait, on va mettre en place au sein de l'entreprise une politique interne qui peut faire partie d'un règlement intérieur ou bien être un document distinct. Mais dans tous les cas, l'objectif est donc par ce biais-là, formaliser les différentes obligations dont je viens de parler. Et donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail justement de cette politique interne, comment elle est structurée, qu'est-ce qu'elle prévoit, là où vous devez
plus spécifiquement personnalisé pour l'adapter aux besoins de votre entreprise et à sa configuration. Donc dans l'exemple qui vous est proposé, on commence, on va dire, par une partie un petit peu générale. On va expliquer quels sont les objectifs de cette politique, à savoir justement veiller à la prévention, à éviter des situations de harcèlement autant que possible. Quelles sont les mesures, par exemple, de formation qu'on va mettre en place, les mesures de sensibilisation. On va et puis définir donc quelle est la procédure pour gérer les plaintes une fois qu'elles surviennent. Et ensuite, on a une partie qui explique les principes généraux, c'est-à-dire essentiellement toutes les obligations tant de l'employeur que des salariés face à une situation de harcèlement. Déjà, s'abstenir de tout acte de harcèlement, veiller à ce qu'il cesse, comme je l'ai mentionné précédemment, et puis toute personne qui va être impliquée dans un dossier de harcèlement, que ce soit en tant que plaignant, représentant de l'employeur, dans le cadre de l'enquête, témoin, etc., doivent veiller à s'assurer de la confidentialité autant que possible de l'enquête pour éviter de porter préjudice aux personnes impliquées, tant la personne qui se dit victime et qui pourrait se voir un petit peu stigmatisée par le fait d'avoir porté plainte, mais aussi par la personne qui est accusée, peut-être à tort, et finalement qui bénéficie peut-être un peu d'une forme de présomption d'innocence, et donc il ne faut pas leur porter préjudice par des révélations intempestives. Un principe de non-représailles aussi, ça c'est important. Toute personne qui porte plainte ne peut pas se voir reprocher d'avoir porté plainte, même si en bout de course, on considérera qu'elle n'a pas réussi à prouver les faits de harcèlement, ou que même si elle a réussi à les prouver juridiquement parlant, ça n'est pas du harcèlement. Avec un bémol qui est de dire, quand il y a des plaintes, si on arrive à démontrer que, de façon assez évidente, la plainte a été faite de mauvaise foi, avec réellement une intention de nuire, à ce moment-là, on pourrait prendre des sanctions disciplinaires contre le plaignant. Ensuite, une partie importante, ce sont les définitions. Qu'est-ce que du harcèlement moral, qu'est-ce que du harcèlement sexuel d'après la loi. Ça pourrait utilement être complété avec aussi l'indication de qu'est-ce qui n'est pas, surtout pour le harcèlement moral, du harcèlement. Et donc, bon, ça, je dirais que c'est peut-être plus à développer dans le cadre justement d'une formation de sensibilisation où on va expliquer aux personnes, peut-être sur base de ce qu'on retrouve dans les applications, les interprétations par la jurisprudence de cas de harcèlement, ou en tout cas de plaintes, de dossiers de cette sorte. Donc, qu'est-ce qui n'est pas du ressort du harcèlement? Ensuite, donc, de façon un peu plus concrète, la politique explique quelle est la procédure à suivre pour gérer une plainte. Donc, quand une plainte est introduite, ce qui est, bon, comme je le disais, donc c'est vraiment un cadre général. C'est à chaque entreprise à ensuite mettre ça en œuvre par rapport à son organisation interne, son mode de fonctionnement, les personnes, le cas échéant, qui peuvent s'occuper de ces questions. Donc, tout n'est pas, on va dire, obligatoire en vertu de la loi. C'est vraiment un guide pour vous. Ce qu'on propose, en fait, c'est de fonctionner par deux étapes différentes. Il y a un volet plus informel et ensuite la plainte formelle. On recommande, en fait, on encourage des personnes dans un certain nombre de cas à avoir recours à une procédure plus informelle, parce qu'on voit en pratique, il y a souvent des situations de harcèlement, par exemple de harcèlement sexuel, qui résultent en fait plus d'incompréhension, de malentendus, peut-être de différences culturelles, etc. Et où, par exemple, voilà, une blague à connotation sexuelle va être prise à la rigolade par quelqu'un et va choquer une autre personne.
Donc avant, on va dire, de porter plainte pour harcèlement sexuel contre quelqu'un, peut-être il peut être judicieux d'avoir finalement un dialogue, une communication ouverte pour exprimer le fait que moi personnellement je n'apprécie pas, donc évite de faire ce genre de choses vis-à-vis de moi parce que j'estime que c'est déplacé. Donc ça peut permettre de résoudre certaines problématiques avant que ça, entre guillemets, dégénère en plainte plus formelle. Et ensuite, donc la deuxième étape, c'est la plainte formelle, soit parce que effectivement on est déjà passé par une plainte, en tout cas par la procédure plus informelle et les faits continuent, la personne n'a pas compris, soit parce qu'on est déjà dans des faits, on va dire, d'une certaine gravité qui font que le volet plus informel n'est pas pertinent. Ensuite, donc, il faut déterminer finalement comment la plainte doit être formulée. Donc, qui va introduire la plainte? Donc, ici, ce qu'on propose dans la politique, c'est de permettre à la fois la plainte directe, mais aussi la personne peut se sentir plus à l'aise d'être accompagnée ou de passer par l'intermédiaire de certaines personnes qu'on appelle des points de contact, qui peuvent être des membres de la délégation du personnel, par exemple le délégué à l'égalité ou le délégué à la santé et sécurité. Donc ça, ou ça peut être quelqu'un au niveau des RH. Donc ça, c'est un petit peu au sein de chaque entreprise à voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez permettre ce filtre, cet intermédiaire, ou bien uniquement prévoir une procédure de plainte en direct. Ensuite, l'autre point, c'est de dire finalement à qui il faut formuler une plainte. Et donc là, il faut désigner un représentant ou deux de l'employeur. Il faut toujours prévoir une alternative parce que finalement, si c'est la personne visée par le harcèlement qui est supposée s'occuper, on va avoir un petit conflit d'intérêts. Donc là, il faut effectivement toujours prévoir une alternative. Donc l'idée, c'est de dire finalement à qui est-ce que vous devez vous adresser pour formuler votre plainte et pour considérer que, on va dire, l'employeur est saisi de la problématique du harcèlement. Et ensuite, on explique dans la procédure comment les salariés doivent faire leur plainte. C'est toujours un écrit qu'on demande. Et puis, il faut savoir qu'on ne peut investiguer correctement une plainte que si on a des faits précis avec des exemples d'incidents qui se sont passés et donc datés avec indication de qui est éventuellement témoin, est-ce qu'on a des documents à fournir, etc. Et donc on écrit dans la procédure ce qu'on attend en termes de contenu de la plainte. Ensuite, la procédure explique la procédure de gestion de l'enquête. Donc, qui est-ce qui va être chargé d'investiguer? Ça peut être la personne à qui on a dit que la plainte devait être communiquée, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Ce qu'on prévoit, c'est toujours assez sensible, ces problématiques de harcèlement. Et donc, peut-être avoir deux personnes, en fait, finalement une petite commission qui comprend au moins deux personnes, ça peut être une bonne option. Donc c'est ce qu'on propose dans la politique. Vous pouvez aussi décider d'avoir recours à un expert externe qui, lui, va avoir l'expérience pour justement qualifier les faits de harcèlement ou pas. Donc à ce stade, la politique, de nouveau, elle est assez ouverte et elle prévoit justement, parce qu'une situation n'est pas une autre, de dire que vous avez la flexibilité de déterminer pour chaque plainte que vous recevriez comment vous allez faire l'enquête, histoire de ne pas vous enserrer dans quelque chose de trop strict. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les exigences d'impartialité, de neutralité dans la gestion de cette plainte. Ensuite, on explique, et ça par souci de transparence vis-à-vis des salariés, comment se déroule une enquête. Donc, il va y avoir des entretiens. Il faut entendre la personne qui a fait la plainte, mais aussi la personne qui est accusée, parce qu'elle a le droit de faire valoir ses observations. Il peut y avoir des entretiens avec les témoins. Comment est-ce qu'on fait, des comptes rendus, etc., qui sont préparés et validés par les personnes ayant apporté leur témoignage. Et ensuite, on conclut avec le fait qu'on va rédiger un petit rapport qui va conclure sur la plainte par rapport à chacun des faits
qui a été rapporté, est-ce qu'ils ont été prouvés ou pas, et est-ce qu'ils qualifient juridiquement de harcèlement ou pas. Et on communique aussi, on indique aussi quelles sont les règles en termes de communication de ce rapport. C'est-à-dire, en principe, c'est confidentiel, c'est à usage interne de l'employeur, donc du représentant de l'entreprise qui va, le cas échéant, prendre des mesures suite à cette plainte. Et par contre, le plaignant et la personne éventuellement coupable de harcèlement doit avoir un retour, savoir est-ce que sa plainte a été... voilà, est-ce qu'on a considéré qu'il y avait harcèlement ou pas. Voilà, parce que derrière, la personne doit pouvoir en tirer les conséquences éventuelles, d'éventuels recours devant l'inspection du travail, qui est une des nouveautés prévues par la loi de mars 2023. Ensuite, donc on explique dans la politique quelles vont être les suites de cette enquête. Si on a considéré qu'il y avait harcèlement, se déclenche un certain nombre de mesures, à savoir, comme je le disais précédemment, l'accompagnement de la victime, le principe d'interdiction des représailles, les sanctions possibles à l'égard de l'auteur et le principe de l'évaluation interne, en tout cas pour le harcèlement moral. L'autre option, c'est on conclut qu'il n'y avait pas harcèlement. On est aussi sur le principe d'interdiction des représailles, sauf si signalement, plainte de mauvaise foi, comme je l'expliquais en introduction. Encore un mot juste sur la mise en œuvre de cette politique interne. Lorsque vous l'aurez, vous se serez approprié et vous l'aurez mise à votre sauce interne, il faut quand même passer par un processus d'approbation en interne. En fait, juridiquement, donc la loi, en fait, ce qu'elle dit, c'est que il faut informer et consulter la délégation du personnel pour les entreprises qui en ont une. Maintenant, en fait, juridiquement, une politique en matière de harcèlement, ça a la même nature qu'un règlement intérieur. Et donc, un règlement intérieur, de par le Code du travail, c'est soumis à la codécision, donc en accord avec la délégation du personnel pour les entreprises qui ont 150 salariés et plus. Donc, finalement, si vous avez une délégation du personnel, mais moins de 150 salariés, vous devez soumettre votre politique pour avis à la délégation du personnel, éventuellement avoir cet échange avec eux, etc. Si vous avez 150 salariés et plus, il faut faire approuver la politique par la délégation. Et si vous n'avez pas de délégation du personnel, à ce moment-là, c'est une information, consultation de l'ensemble du personnel, donc des salariés qui, voilà. L'idée, c'est de réfléchir à cela éventuellement avec les salariés. Je vous avoue que je n'ai pas trop d'exemples de comment ça se passe. En général, les salariés prennent pour acquis ce qui est décidé par l'entreprise, ils n'ont pas forcément d'avis en la matière. Ensuite, pour que cette politique interne soit opposable aux salariés, qu'on puisse l'invoquer, par exemple, en cas de litige parce qu'il y a eu un cas de harcèlement et qu'on a sanctionné l'auteur du harcèlement. Et donc, pour pouvoir invoquer cette politique à l'encontre du harceleur, il faut, nous on recommande que ça soit signé, donc pas pour accord en tant que tel, ça fait pas partie intégrante du contrat où on est obligé d'avoir l'accord pour la modifier, mais pour accuser de réception. On va passer maintenant au sujet des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce nouveau concept. C'est assez récent. Alors dans certains secteurs, comme le secteur financier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus déjà beaucoup plus familier parce que il y avait déjà des obligations de mettre en place des canaux de signalement internes dans les entreprises pour signaler des violations de la loi. Mais donc en fait, c'est de ça dont il s'agit. Les lanceurs d'alerte, ce sont des personnes, des salariés qui ont connaissance d'informations sur des choses qui se passent dans l'entreprise et qui constituent une violation de la loi. Et plutôt que de garder ça pour eux, eh bien, ils veulent le faire savoir parce qu'ils considèrent que ça va à l'encontre à la fois des intérêts de l'entreprise et de l'intérêt public. On a des exemples assez connus. Vous avez certainement entendu parler
du scandale LuxLeaks, où voilà, c'est finalement ce type de scandale qui a déclenché le besoin de légiférer, et c'est une législation en fait qui vient de l'Union européenne. C'est une directive qui impose à chaque État membre de mettre en place un mécanisme pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc Luxembourg n'a pas eu le choix, si ce n'est de transposer cette directive. Par contre, Luxembourg a fait le choix d'étendre très largement le champ d'application de cette loi, puisqu'en fait, la directive, elle, se concentre sur des sujets qui sont du ressort du domaine de compétences de l'Union européenne. Et donc, ça touche à des sujets très fondamentaux, tels que la fraude fiscale, tels que la protection des consommateurs, la protection, la sécurité alimentaire, la sécurité des transports, ce genre de choses, tout ce qui est fraude en matière de services financiers, donc des choses quand même assez significatives. Luxembourg a opté pour une extension du champ d'application en disant, finalement, fondamentalement, la protection des lanceurs d'alerte vaut pour toute violation de la loi, pour tout signalement d'une violation de la loi, quelle qu'elle soit sanctionnée pénalement, que ça soit une disposition sanctionnée pénalement ou pas, que ça soit quelque chose de mineur ou pas, que ça touche à l'intérêt personnel d'un salarié ou que ça touche à l'intérêt général, il n'y a aucune distinction qui est faite. Dès lors que l'entreprise commet, fait quelque chose qui va à l'encontre de la loi, on tombe potentiellement dans le champ d'application, et les personnes qui signaleraient ces violations via les canaux de signalement dont on va parler seraient protégées. En fait, la loi, elle a deux... il y a deux grandes obligations pour les entreprises. L'objectif principal de la loi, c'est de protéger les lanceurs d'alerte, parce que les personnes qui, de bonne foi, effectuent des signalements, quelque part, elles sont sujettes à représailles. Il n'y a qu'à voir justement dans l'affaire LuxLeaks, par exemple, les personnes qui ont dénoncé les pratiques en matière de ruling fiscal ont été poursuivies pénalement pour violation de leurs secrets professionnels, de leurs obligations confidentielles, de confidentialité, etc. Donc elles sont sujettes à la fois à sanctions disciplinaires, des licenciements, etc., et à la fois à potentiellement des actions pénales ou bien des actions civiles en dommages et intérêts. Donc, si l'objectif est de dire quelqu'un qui effectue un signalement de bonne foi doit être protégé et donc ne peut pas être tenu responsable, ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, donc toute forme de sanction disciplinaire, toute forme de mesure défavorable qui serait prise à son encontre. Et donc évidemment, chaque entreprise qui est confrontée à une situation avec un lanceur d'alerte doit respecter cette obligation, cette protection qui commence par préserver la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement. Donc, et ça, c'est très important, je vais en reparler quand on va parler de la procédure en tant que telle. La deuxième obligation, c'est celle de prévoir un canal, ce qu'on appelle un canal de signalement au sein de l'entreprise. Donc l'objectif est que les personnes qui constatent des violations sachent à qui s'adresser, comment, pour justement effectuer leur signalement. Et donc l'obligation d'avoir un canal en interne au sein de l'entreprise vaut, comme l'a dit Gilles en introduction, pour toutes les entreprises qui ont au moins 50 salariés. Ce seuil s'apprécie sur une période de 12 mois comme pour le calcul des effectifs pour les élections sociales, si ce n'est qu'ici on parle d'un seuil de 50 et pas de 15. Pour les autres entreprises, donc si vous êtes en dessous, c'est facultatif. Maintenant, il faut savoir que s'il n'y a rien en interne, ce que vont faire les personnes, c'est qu'elles vont aller directement voir les autorités. Parce que ça, c'est la deuxième voie possible. Soit on signale les faits en interne, soit on les signale aux autorités. Et la loi prévoit un certain nombre d'autorités qui sont compétentes et qui doivent, elles aussi, mettre en place leur propre canal pour permettre aux
aux personnes du public de signaler les violations. Donc évidemment, on se dit toujours, c'est préférable d'avoir d'abord l'information en interne, plutôt que d'avoir tout de suite les autorités qui débarquent chez vous pour faire une investigation. J'ajoute juste un dernier petit point. Il y a une troisième voie possible qui est la divulgation publique, c'est-à-dire c'est dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, la personne qui va révéler la violation au grand jour. Donc ça, c'est très encadré. Normalement, ça n'est possible que s'il n'y a pas eu de possibilité de faire autrement, si la personne était exposée à justement un danger de représailles, ou bien quand il y a un danger immédiat et qui serait irréparable, du type quelque chose qui toucherait à la protection de l'environnement, des produits toxiques qui sont sur le point d'être déversés dans une rivière. Il n'y a pas le temps de faire un signalement interne, une enquête, etc. Il faut, voilà. Donc ça, c'est un cas qui autorise une divulgation immédiatement au public. Les grandes lignes de la loi, donc quand il faut mettre en place un signalement, quand on est dans le champ d'application de la loi pour mettre en place un canal de signalement interne, ou bien si on le fait de manière volontaire, on doit respecter certaines exigences qui sont prévues par la loi. Il faut donc désigner un service compétent, là aussi impartial et neutre. Et c'est ce service qui va être chargé de faire le lien, de recevoir le signalement et de faire un retour au lanceur d'alerte. La deuxième exigence, c'est la confidentialité. Donc là, j'en ai déjà parlé. C'est très important d'assurer la protection de l'identité de la personne qui effectue le signalement, parce que c'est la meilleure protection contre toute forme de représailles. Et donc, les canaux de signalement que vous mettez en place dans votre entreprise doivent être conçus de telle façon à ce que, donc à être sécurisés et à empêcher l'accès aux informations par des personnes qui ne seraient pas justement les personnes désignées pour gérer ces questions. Ensuite, il faut faire un accusé de réception dans un délai de 7 jours. Ce qui est évidemment très court, donc ça suppose une organisation interne, voilà, et s'assurer que la personne qui va recevoir les signalements voilà, soit à même de gérer cette obligation d'accusé de réception. Et ensuite, il faut faire un suivi. Un suivi, ça peut être différentes choses. Ça peut être de faire une première analyse, de dire votre problématique ne tombe pas dans le champ d'application de la loi, c'est une problématique voilà, purement interne, il n'y a pas de violation de la loi de façon évidente, ou c'est ok, les faits que vous signalez vont faire l'objet d'une investigation en interne, et donc on mène cette enquête. Et puis en bout de course, le suivi, c'est aussi de remédier à une violation qui serait avérée. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut faire un retour d'information aux lanceurs d'alerte. L'objectif est de maintenir une communication, parce que, en fait, tout le système il repose sur la confiance que le lanceur d'alerte va avoir dans votre système. Quand il prend le risque, malgré tout, de faire un signalement, même s'il a une protection aujourd'hui de par la loi, peut-être que cette protection ne lui sera reconnue qu'au bout d'années et d'années de procédures judiciaires, le cas échéant au pénal, etc. On dira, oui, vous étiez lanceur d'alerte. En attendant, la personne a peut-être un peu ruiné sa carrière, elle a mis son avenir professionnel en danger. Et donc, l'objectif est vraiment de créer la confiance, et si finalement la personne est dans le flou, elle ne sait pas si on a pris son signalement au sérieux, eh bien, elle va être tentée justement d'aller vers les autorités ou de divulguer publiquement les informations. Donc, après cette présentation un petit peu générale sur la loi, on passe un petit peu à la présentation de la procédure de signalement interne qui vous est proposée donc dans l'exemple de politique de la Chambre des métiers. Donc ici, là, comme pour le harcèlement, on retrouve les règles en matière de... Enfin, voilà, l'exposé un petit peu des objectifs de cette politique, son champ d'application, donc qui est-ce qui peut faire
une violation, qui est-ce qui peut faire un signalement interne. Sur ce point, vous avez un choix à faire. La loi vous oblige à avoir, si vous avez le seuil, si vous remplissez le seuil des 50, elle vous oblige à ouvrir ce canal de signalement à vos salariés. Y compris voilà, les apprentis, les étudiants, etc. Et vous pouvez par contre, mais ce n'est pas une obligation, l'ouvrir à des tiers, qu'ils soient anciens salariés qui auraient obtenu des informations au moment où ils étaient dans l'entreprise mais qui n'ont pas fait de signalement à ce moment-là. Ça peut être des candidats qui constateraient des violations dans le cadre de leur relation avec l'entreprise, dans le cadre de leur processus d'embauche, mais ça peut aussi être des prestataires externes, des employés de fournisseurs, de clients, des freelances, etc. Donc il est possible d'avoir cette politique élargie à d'autres personnes. À ce stade, la politique le prévoit, mais donc sachez que c'est une option. Vous pouvez très bien décider de le limiter aux salariés de l'entreprise. Et puis donc on y définit voilà, quelles sont les violations qui rentrent dans le champ d'application, qui peuvent être signalées par le biais de ce canal. Point suivant, donc la procédure va détailler justement en quoi consiste le canal de signalement ou les canaux de signalement, parce qu'un canal, c'est finalement un mode de transmission d'un signalement et vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez donner plusieurs options aux personnes. De nouveau ici, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à votre organisation interne, à la taille de l'entreprise. Donc c'est vraiment à bien réfléchir en amont, voir comment vous allez concevoir ce canal et la procédure derrière. Donc dans les grandes lignes, la première chose, c'est de savoir à qui il faut s'adresser. Donc on prévoit dans la procédure en fait des référents qui sont à désigner. Donc au moins une personne, mais là aussi il faut, je dirais, le backup, soit pour les absences, soit pour les situations où ça serait le référent qui serait lui-même, dont on prétendrait que c'est lui qui a commis la violation de la loi. Et donc, ces personnes doivent être compétentes et impartiales au sein de l'entreprise. Ça peut être un challenge pour les plus petites structures parce qu'on n'a pas forcément voilà, des départements compliance, comme on peut voir dans les grandes banques, etc. Donc, c'est pas évident. Maintenant, ça peut aussi être des personnes en externe. La loi prévoit pour les plus petites entreprises, en dessous de 250, de faire un pooling, donc finalement de pouler, de partager les ressources en ayant un service commun. Donc il y a des différentes options qui sont prévues à ce niveau-là. Ensuite, la procédure va décrire comment effectuer le signalement, par quel biais. Donc ça, c'est vos canaux, je dirais. Il y a différentes options. Ça peut être oralement, soit via une ligne téléphonique, ou par une réunion en physique, en personne. Ça peut aussi être alternativement ou en complément par écrit. Et donc là, différentes options, courrier postal avec une adresse bien précise. Il faut évidemment s'assurer que ça aille à la bonne personne et que ça ne se retrouve pas disséminé dans l'entreprise. Mais donc, ou bien une boîte email, ça peut être une boîte email sécurisée, dédiée pour la réception des signalements. Il y a des offres sur le marché parce que voilà, c'est une nouvelle réglementation qui concerne en gros tous les pays occidentaux. Chacune a un peu ses propres façons de faire, mais on retrouve ce genre de choses aux US. D'ailleurs, ça vient en partie des États-Unis. Il y a donc des prestataires qui fournissent des plateformes très bien faites, entièrement sécurisées, en conformité aussi avec le RGPD, etc. Donc ça, ce sont des options qui existent et qui sont à investiguer. Mais donc ça, c'est vraiment le point crucial à déterminer au sein de votre entreprise, c'est comment vous allez procéder, quels sont les canaux que vous ouvrez pour les lanceurs d'alerte. Vous devez aussi évidemment déterminer dans quelle langue le signalement peut être effectué.
Et puis, en termes de contenu, là aussi, on décrit un petit peu précisément ce qu'on attend qui soit mentionné dans un signalement. Donc, l'identité de la personne qui l'effectue, les éventuelles personnes mises en cause qui auraient commis les violations, et puis, autant que possible, une description précise des faits, de la problématique qui est visée. Il est possible, d'après la loi, de prévoir donc le droit en fait de faire des signalements anonymes. Ça pose évidemment un certain nombre de questions sur la manière dont on le fait, parce qu'évidemment, par une ligne téléphonique ou même par un email, ça peut être compliqué. Les plateformes dont je parlais ont cette possibilité justement de faire, ils ont une encryption end-to-end, comme ils disent, qui permettent les signalements anonymes. À ce stade, la politique prévoit que ça n'est pas admissible. Ensuite, la politique poursuit en expliquant ce qui va advenir du signalement, comment on va le traiter. Et donc là, on retrouve un petit peu les grands principes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc l'accusé de réception, dans les 7 jours, on va faire un examen préliminaire de la recevabilité de la demande, éventuellement demander des compléments d'information. Ensuite, là, comme pour le harcèlement, il va falloir diligenter une enquête pour évaluer si la violation est alléguée ou pas. Ça peut être assez simple, il peut y avoir des investigations très claires et faciles à mener, et pour d'autres, ça peut être des faits complexes, si on parle de fraude financière, de malversation, de violation de certaines dispositions, je ne sais pas, en matière de marché public, des choses comme ça. Ça peut être plus complexe. Donc ici aussi, on laisse un petit peu une certaine marge de manœuvre et de la flexibilité pour définir. Donc, en principe, ça va être votre référent qui va mener l'enquête, mais on prévoit qu'il a la possibilité de se faire assister par des experts internes ou externes, suivant la problématique. On ne peut pas être compétent pour tout type de violation potentielle qui pourrait être signalée. Donc, le cas échéant, on peut avoir besoin de soutien. Et donc là aussi, on explique un peu comment se déroule une enquête. Il peut y avoir des interviews. Chaque salarié qui est sollicité dans ce cadre doit coopérer loyalement, tout en respectant la confidentialité. Et puis en bout de course, là aussi, on va avoir un rapport de l'investigation qui pourra être communiqué suivant certaines règles à l'entreprise pour éventuellement prendre des mesures et notamment sanctionner ceux qui auraient qui auraient commis des violations de la loi dans l'entreprise. Et ensuite, le dernier point, très important, donc c'est ce retour d'information à l'auteur du signalement. Ça ne veut pas dire qu'on doit les communiquer copie du rapport, ça reste confidentiel, mais de dire, voilà, oui, la conclusion est qu'il y avait bien une violation, et voilà comment les mesures qu'on a prises pour y remédier. Ce suivi, je ne suis pas sûre de l'avoir mentionné, il doit être fait dans les 3 mois, donc c'est très rapide, 3 mois à partir de l'accusé de réception. Donc voilà, ça pose de vrais challenges. Et ensuite, pour finir, la politique prévoit encore différentes dispositions. On est obligé, de par la loi, d'indiquer la possibilité de signalement en externe aux autorités. Donc on le reflète dans la procédure. Les garanties en matière de confidentialité, les principes d'interdiction des représailles, donc protection du lanceur d'alerte, avec les conditions pour bénéficier de cette protection. Ça découle de la loi, il faut être de bonne foi. Alors bonne foi, au sens de la loi, ça veut dire qu'en fait, au moment où on effectue le signalement, on a des motifs raisonnables de croire que les informations qu'on communique sont réelles et avérées. On peut s'être trompé, on peut constater qu'en bout de course, il n'y a pas eu de violation, que les faits qu'on a signalés ne sont pas établis. On n'est pas pour autant de mauvaise foi de ce fait-là, et donc on ne peut pas subir de représailles parce qu'on a fait un signalement qui, au final, n'a rien donné. Mais donc, c'est vraiment finalement, si on communique des informations en sachant pertinemment qu'elles sont fausses, alors là, non seulement on ne bénéficie pas de la protection, mais on peut même faire l'objet de sanctions disciplinaires, et c'est ce que prévoit la procédure par rapport à ça.
Là aussi, donc, en termes de mise en œuvre, c'est un petit peu la même chose que pour votre procédure harcèlement, à la seule exception que quand vous n'avez pas de délégation du personnel, il n'y a pas besoin de consulter les salariés. Dans ces cas-là, c'est votre décision, c'est vous qui mettez ça en œuvre. Et par contre, il faut là aussi communiquer la politique et de préférence avoir une signature du salarié pour accuser de réception de la procédure de signalement. Voilà, ensuite, là j'arrive au bout de mon temps imparti. Je vais donc rapidement passer en revue quelques actualités récentes autres en matière de droit du travail. La première chose, il y a eu quelques adaptations. Il y a eu 2 lois qui sont passées au cours de l'été, en juillet et août, en matière de congé. Donc d'abord en matière de congé parental, il y a quelques petites adaptations qui touchent essentiellement en fait, à la motivation de vos décisions de refus ou report de congé. Vous savez que vous avez la possibilité de refuser les formes les plus récentes, on va dire, de congé parental, donc le congé fractionné notamment, hein, qui peut être pris par mois, enfin voilà, soit c'est certains mois, soit c'est une journée par semaine, etc. Vous n'avez pas l'obligation d'accepter cette forme de congé parental, mais par contre maintenant, il va falloir motiver votre refus par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 semaines à partir de la demande et inviter le salarié à un entretien, là aussi dans les 2 semaines, à partir de votre réponse. Et dans le cadre de cet entretien, l'objectif, c'est finalement de proposer une forme alternative de congé parental pour essayer de trouver une solution, ou bien un plan de congé différent. Par exemple, la personne a prévu de prendre ses 4 mois d'un coup, peut-être, et à la période la plus busy de l'année, peut-être, voilà, on peut lui proposer de prendre 2 fois 2 mois au moment des congés scolaires. Enfin, bon, c'est un exemple. Donc, c'est juste pour dire, on peut essayer de proposer une alternative qui convient un peu mieux aux besoins de l'entreprise. Et puis ensuite, si on ne trouve pas d'accord, alors le salarié a toujours le droit d'opter pour un congé parental à temps plein. Pour la question du report, le 2e congé parental, donc celui qui n'est pas pris immédiatement après le congé de maternité, peut faire dans certains cas l'objet d'un report à la demande de l'employeur de quelques semaines. Et là aussi, il faut motiver maintenant le report dans les 4 semaines de la demande. Et avant toute décision, l'employeur doit proposer maintenant aux salariés, dans la mesure du possible, une forme alternative de congé parental, donc justement à temps partiel ou fractionné. Autre nouveauté, on a une petite modification sur le congé de paternité, donc le congé de 10 jours pour la naissance d'un enfant. C'est une extension aux indépendants et à la personne qui va être reconnue comme second parent, c'est-à-dire avec lequel il y a une relation de filiation qui est établie sans passer par une procédure d'adoption. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui pour les personnes qui adoptent, il y a le congé d'accueil pour un des parents et le deuxième a le droit au congé paternité de 10 jours. Et ici, en fait, on vise essentiellement la situation des couples homosexuels qui, voilà, quand dans la législation nationale, il est permis d'adopter, enfin, pas forcément d'adopter, mais ça va être voilà, avec la procréation médicalement assistée, etc. Donc là, il peut y avoir congé de paternité également. 2 autres nouveaux congés extraordinaires. Le congé pour force majeure, donc ça c'est lorsqu'il y a des raisons familiales urgentes liées à une maladie ou un accident d'un proche qui rendent indispensable la présence immédiate du salarié. Et donc ça c'est 1 jour, donc 8 heures au final par an, fractionnable pour chaque salarié. Le 2e type de congé, c'est le congé pour aide ou soins à un membre de la famille qui nécessite justement une assistance, des soins pour raisons médicales graves. Et donc ça vise les membres de la famille proches, on va dire, donc enfants, parents, donc père ou mère, ou conjoint ou partenaire, ou bien la personne qui vit dans le même ménage et qui donc voilà, a besoin de ces soins. Et là, ça peut aller jusqu'à 5 jours par an pour quelqu'un qui est à temps plein. Là aussi, le congé est fractionnable. C'est sur attestation d'un médecin qui va justifier qu'il y a un besoin d'assistance de cette personne.
Ensuite, une loi en matière d'accès aux formules souples de travail. Donc là, c'est une nouveauté. Chaque salarié qui remplit les conditions prévues par la loi a le droit à un entretien avec son employeur pour demander à des formules souples de travail. Donc on vise par là des modes d'organisation du travail qui sortent, on va dire, du cadre standard tel que travail à distance, des horaires flexibles, une réduction de la durée du travail, et ça pour une durée limitée donc maximum 1 an. Peuvent bénéficier de cette demande. Ce n'est pas un droit à bénéficier de ces formules souples, mais c'est le droit de demander à en discuter avec l'employeur. Et donc, il faut avoir au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et être parent d'un enfant de moins de 9 ans, ou bien, là aussi, dans les mêmes conditions que le congé que je viens de mentionner, être dans une situation où on doit apporter des soins à un membre de la famille proche qui souffre d'une maladie grave, en tout cas qui a des raisons médicales graves. L'employeur a le droit de refuser, mais là aussi il doit le justifier, donc justifier les raisons de son refus par recommandé avec accusé de réception. La personne qui a bénéficié de ces formules peut demander à revenir de façon anticipée dans son régime normal si les circonstances ont changé. Un mot encore du droit à la déconnexion pour les personnes qui donc, quand les salariés utilisent des outils numériques, il faut que l'entreprise réfléchisse à des mesures pour permettre le droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail. Et donc, ici, c'est un cadre qui est vraiment très peu contraignant. Il faut faire quelque chose, il faut mettre en place des mesures, mais c'est vraiment à déterminer au sein de chaque entreprise, voire au sein d'un secteur, en fonction des problématiques propres à chaque entreprise. Donc ça peut passer par des mesures techniques, avec les couper des serveurs, ça peut être des mesures de sensibilisation, de formation, ça peut être des mesures organisationnelles, etc. Donc tout ça est à... il faudra faire quelque chose, c'est déjà en vigueur, c'est soumis à sanctions administratives, des amendes administratives, mais les sanctions ne seront pas appliquées avant juillet 2026. Voilà, et encore un dernier mot sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Les élections sociales, vous l'avez sans doute vu, sont prévues pour le 12 mars 2024. Un projet de loi, je ne sais pas si vous avez noté que l'année prochaine, on a 2 jours fériés qui tombent le même jour, la fête de l'Europe et l'Ascension, le 9 mai. Et donc là, en fait, il y a un projet de loi spécifique qui est prévu pour permettre un congé compensatoire du salarié à prendre dans les 3 mois. Et enfin, il y a un projet de loi en cours qui transpose une directive européenne, là aussi, sur les conditions de travail transparentes et prévisibles. Cette directive et donc ce projet de loi vont imposer de revoir un petit peu les modèles de contrat de travail, parce qu'il va falloir fournir plus d'informations dans les contrats on ne pourra plus se contenter par exemple de renvoyer aux dispositions du Code du travail en matière de période d'essai ou de règles en matière de licenciement, mais il va falloir fournir des informations plus précises sur les délais de préavis, la procédure de licenciement et ce genre de choses. Voilà, donc ayez-le à l'esprit, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais ce sera un travail à effectuer dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup, Maître Stévenot. C'est très complet, hein, c'est très complexe. Alors, Christian, il va enchaîner avec sa présentation sur la réforme du droit d'établissement. Et ensuite, on aura l'occasion d'échanger autour de questions, hein, sur toutes ces informations. Alors bonsoir aussi de ma part, je fais vite, comme ça vous pouvez poser vos questions. Alors oui, comme peut-être vous le savez déjà, la loi du droit d'établissement a été reformée ou a été plutôt modifiée avec mise en vigueur le 1er septembre. Les entreprises qui étaient
niveau activité immédiatement concernés, on les a informés par un courrier. Et pour le reste, c'était plutôt au niveau activité, mais maintenant je profite encore des 10-15 minutes à venir pour vous expliquer certaines modifications au sein de cette loi également. Alors au début, un petit rappel, pourquoi existe cette loi du droit d'établissement? Parfois, on reproche au Luxembourg que c'est plutôt une loi un peu plus protectionniste ou conservatoire pour protéger certains accès à la profession, surtout dans les activités artisanales. On peut le voir comme ça, mais en réalité, c'est plutôt pour donner une certaine chance à chaque entreprise que les conditions, dès le début, sont pour chacun les mêmes. Chaque entreprise dans la construction ou chaque boulanger-pâtissier a les mêmes conditions à respecter, a d'une sorte les mêmes exigences, les mêmes obligations. Ça, c'est une des raisons. Ça peut aussi bénéficier d'une concurrence un peu plus loyale, plus saine pour chaque acteur dans le secteur, mais aussi ça protège les salariés, parce que théoriquement, la dirigeante d'entreprise a un certain savoir, une certaine compétence, et ça protège aussi nous, les consommateurs, qui vont aller acheter nos biens ou qui profitent des services des entreprises. Alors, je me concentre surtout sur l'aspect artisanal. Au niveau du droit d'établissement, une des nouveautés, c'est la fameuse liste, c'est une liste C. On va venir dans quelques minutes les conséquences de la liste C. Mais jusqu'à présent, dans le secteur de l'artisanat, les différentes activités étaient regroupées dans deux groupes, dans la liste A et la liste B. On n'a pas vraiment touché aux activités de la liste A, ni vraiment ceux de la liste B. On a un peu créé certaines activités sur la liste C. Alors, il y a des nouvelles activités depuis septembre 2023. Maintenant, certaines activités ont été créées dans le secteur de l'artisanat. Et ça aussi, surtout pour un but de la protection du consommateur et pour donner la légitimité et l'égalité de chacun. Par exemple, je prends l'exemple du distillateur-brasseur. Jusqu'à présent, chacun pouvait ouvrir sa brasserie chez lui à la maison. On a demandé une autorisation de commerce et c'était tout. On n'exige pas des accès à la profession pour continuer à exercer cette activité, mais à partir de maintenant, il faut demander l'autorisation du distillateur brasseur malteur. Ça, c'est plutôt dans le but que les collègues de la sécurité alimentaire peuvent aller repêcher ces entreprises pour faire les contrôles. Voilà, c'est simple, c'était une des raisons pourquoi le gouvernement luxembourgeois a créé cette activité et encore d'autres, comme par exemple le tatoueur également. Là, il y a des contraintes de faire encore un cours d'hygiène. Mais là aussi, c'est vraiment pour faciliter au gouvernement luxembourgeois pour faire des contrôles et pour à la fin protéger les clients. Voilà. Une des nouveautés, c'était le regroupement de certaines des activités. C'est ce qu'on a informé là, les différentes entreprises qui étaient concernées. Je prends l'exemple du bijoutier orfèvre et l'horloger. Ces deux activités étaient regroupées dans une, ce qui veut dire à partir de maintenant, chacun qui souhaite devenir indépendant ou qui souhaite reprendre une entreprise dans ce secteur reçoit automatiquement l'autorisation du bijoutier orfèvre horloger. Et pour ça, une personne ou une entreprise qui jusqu'à présent était plutôt dans le domaine de l'horlogerie, cette entreprise, suite à notre courrier, pourrait bénéficier de cette nouvelle autorisation sans nécessairement prouver qu'elle a des compétences en tant que bijoutier. Maintenant, encore une fois, ce n'était pas une obligation de modifier directement vos autorisations, mais c'était plutôt une invitation de le faire. De toute façon, le moment venu, vous faites une fois un changement d'adresse ou un changement de dénomination de votre société, le gouvernement luxembourgeois, ici le ministère de l'économie, s'il reste, je suppose, suite aux décisions gouvernementales d'hier, va vous accorder une autorisation sous la nouvelle loi. Voilà là un peu les regroupements de certaines activités qui existent. Alors aussi un petit rappel où je voulais profiter, c'est pour devenir indépendant, il y a un certain accès à la profession, surtout dans le secteur de l'artisanat. Il y a deux lois qui pourront vous aider ou qui ont pu peut-être vous aider à devenir indépendant. Mais pour vous rassurer qu'au niveau activité, de devenir indépendant sur une activité de la LISA, les accès à la profession n'ont pas vraiment changé. Ce n'est pas que la loi a peut-être modifié ses accès. Non, il vous faut toujours un brevet de maîtrise dans le domaine qui couvre une partie de l'activité ou des diplômes universitaires dans le domaine. Ou par exemple, si vous avez un diplôme plutôt dans l'économie ou en tant que juriste ou pédagogue et vous souhaitez reprendre l'entreprise artisanale dans laquelle vous travaillez, c'est toujours les 2 ans d'expérience professionnelle qui sont demandés.
Aussi, les activités et les accès pour les activités de la liste B n'ont pas vraiment changé. Il vous faut toujours un diplôme niveau DAP dans le domaine ou une expérience professionnelle dans le domaine dans lequel vous souhaitez créer ou reprendre votre entreprise. Par contre, il y a deux activités auprès de laquelle, ou une activité auprès de laquelle vous pouvez suivre une formation continue à la Chambre des métiers qui pourra également vous aider à devenir indépendant. Voilà. Mais la nouveauté, c'est la fameuse liste C. Alors, toutes les activités qui sont indiquées sur cette nouvelle liste, on n'exige pas un diplôme ou une expérience dans le métier. On reprend le fameux exemple du distillateur, brasseur, malteur. Voilà. Si vous souhaitez créer votre brasserie, vous pouvez le faire sans prouver que vous avez une expérience en tant que brasseur ou un diplôme dans le domaine. Il serait recommandé d'avoir quand même une expérience dans le domaine avant de se lancer, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Aussi, une chose qui est spécifique et uniquement pour le secteur de l'artisanat, vous ne pouvez que être gérant salarié auprès de 2 sociétés depuis le 1er septembre. Vous ne pouvez pas être gérant salarié auprès de 3 ou 4. Ça, c'est aussi une chose qui a vraiment changé. Ça veut dire, si vous optez pour être gérant salarié au sein d'une entreprise, c'est limité auprès de 2. Ce n'est pas limité si vous êtes indépendant ou indépendante. Vous pouvez créer une dizaine de pâtisseries, une dizaine de salons de coiffure, toujours sous la condition que vous êtes le dirigeant de l'entreprise, ou actionnaire plus que 25%, ou si c'est au sein d'un groupe d'entreprises, là aussi il n'y a pas de limitation si l'entreprise auprès de laquelle vous êtes gérant salarié appartient à la fin au même groupe. Voilà, ce qui est aussi un peu plus cohérent maintenant, si vous demandez l'autorisation, si vous êtes le farmer pour autorisation, vous êtes automatiquement, vous avez la nomination, vous devez être nommé et vous avez un mandat social. Et là, vous êtes impérativement maintenant l'obligation. C'était déjà au préalable, mais le ministère de l'économie va le vérifier systématiquement que vous êtes vraiment le gérant et que vous étiez vraiment nommé lors d'une assemblée générale ou d'une assemblée générale extraordinaire et qu'il y a cette fameuse publication auprès du registre de commerce. C'est aussi plutôt pour vous rappeler que vous avez une certaine responsabilité en tant que mandataire social d'une société. Il y a une nouvelle chance dans la réforme du droit d'établissement, laquelle on va un peu plus voir en détail lors de la conférence du 12 décembre. Mais là, uniquement un petit teaser, c'est que théoriquement, si vous étiez obligé, sous certaines conditions, de déclarer faillite, le gouvernement luxembourgeois pourrait vous donner une nouvelle chance. Voilà. Là, par exemple, si vous devrez malheureusement déclarer faillite soit suite à une calamité naturelle, le gouvernement, sous certaines conditions, comme j'ai dit, vous pouvez redemander une nouvelle chance et recréer une entreprise au Luxembourg. Voilà une chose qui est quand même importante pour chacun, aussi pour les entreprises qui existent déjà depuis longtemps. Il y a une obligation légale que vous devez afficher sur tous vos documents officiels de votre entreprise, le numéro d'autorisation. À partir de maintenant, mais on vous donne quelques années, 2 ans, pour remplacer cette information du numéro par un code QR. Comme ça, le consommateur ou le confrère ou le concurrent, comme vous le souhaitez, peut vérifier les autorisations lesquelles l'entreprise possède. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut garder en tête, qu'il faut remplacer sur tous vos documents officiels, par exemple sur vos panneaux de chantier, cette notion de l'autorisation par un code QR. Vous pouvez déjà, dès maintenant, retrouver le code QR de votre entreprise avec vos autorisations sur lesguichets.lu, où vous pouvez télécharger votre code QR. Maintenant, sur les nouvelles autorisations qui sont établies, ils sont plus grises. La fameuse carte grise n'existe plus depuis Crocart. Depuis la réforme, maintenant c'est un papier normal avec le code QR. Aussi, ce document papier va disparaître d'ici quelques années. Le gouvernement va vous informer par courriel que vous pouvez télécharger votre code QR sur le site du guichet.lu. Voilà, et encore une dernière chose qui a été modifiée, qui peut faciliter surtout la transmission d'entreprises pour les activités de la liste A. Déjà dans la loi au préalable, c'était prévu que des membres de la famille jusqu'au 3e degré pourront reprendre l'entreprise
sans directement prouver qu'ils ont un brevet de maîtrise. Vous souhaitez reprendre votre entreprise d'électricité de votre père, et à l'époque, vous n'avez pas quand même opté pour une carrière dans l'électricité basse. La loi donnait déjà à chaque membre de la famille la possibilité alors d'obtenir une autorisation provisoire sur 5 ans, et pendant ces 5 années, vous avez eu la possibilité de faire les formations équivalentes pour devenir indépendant, soit d'un brevet de maîtrise, un BTS, soit un diplôme universitaire, comme vous l'avez souhaité. C'était également faisable pour des salariés qui travaillent au sein de cette entreprise, pas dans le secteur, mais vraiment au sein de la société pendant au moins 10 ans. Et ces 10 ans sont remplacés depuis septembre à 3 ans pour faciliter vraiment la transmission d'entreprise et pour garantir le maintien d'emploi dans ces secteurs, parce qu'on ne cache pas que c'est une certaine réalité que 2/3 de nos entreprises, les dirigeants d'entreprises ont déjà plus que 50 ans. Alors la transmission d'entreprise d'ici 10-15 ans est vraiment un sujet très important pour l'économie luxembourgeoise et pour les emplois dans le secteur de l'artisanat. Pour ça, si vous êtes intéressé à reprendre l'entreprise auprès de laquelle vous êtes salarié, vous avez maintenant la possibilité, déjà après 3 ans, de solliciter ces 5 ans, mais il faut toujours suivre une formation qui vous amènera, après 5 ans, d'obtenir l'autorisation définitive. Voilà. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la réforme du droit d'établissement ou sur une création ou une transmission d'entreprise, vous pouvez contacter mes chers collègues et moi. Pour les collègues de la Chambre de commerce, c'est vos collègues de la House of Entrepreneurship qui pourront également vous aider à vous informer. Et je profite d'une dernière minute